mais ce n'est pas tout à fait pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui. 70 ans après la proclamation, à Paris, par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que reste-t-il des espoirs et des enthousiasmes qu'elle a soulevés? À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, la prise de conscience de la capacité de l'homme à commettre les pires atrocités saisit enfin les esprits. Ayant compris que les progrès technologiques et scientifiques de l'humanité pouvaient être aussi la cause de sa propre destruction, des acteurs de la communauté internationale se mobilisent pour instaurer des principes fondamentaux de droit et de dignité destinés à préserver la paix universelle. Les États-Unis, qui étaient reconnus pour leur contribution à la libération du monde, il leur revenait de présider l'organisation de ce nouvel ordre. Ainsi, le bureau de la Commission des droits de l'homme, chargé de l'élaboration de la Déclaration universelle, était composé de Madame Eleanor Roosevelt, du Dr Chang, vice-président chinois, et de Monsieur Charles Malik, diplomate et universitaire libanais. À cet effet, son fils, Habib, relate dans une récente déclaration que Charles Malik sera mobilisé par Madame Roosevelt durant un voyage en avion pour rédiger le préambule de la déclaration. Aussi, c'est l'importance de ces connaissances interculturelles, du travail en équipe, qui ont permis de désamorcer certaines tensions, réticences de certains pays concernant cette déclaration. Nous avons également le français René Cassin, membre de la commission et chargé de rédiger l'avant-projet, qui est considéré comme un principal inspirateur de la déclaration. La Déclaration universelle des droits de l'homme a ainsi constitué un jalon historique dans la longue marche de l'humanité pour assurer la dignité et les droits à tous. Si dix textes, avant elle, avaient proclamé des droits civils, des droits économiques ou encore sociaux, ce n'est qu'en 1948, à Paris, que ces droits individuels et collectifs sont proclamés en même temps et sur le même plan. C'est à l'humanité tout entière qu'ils sont cette fois-ci destinés. La principale nouveauté de la déclaration est l'indivisibilité. L'égale importance des droits collectifs, c'est-à-dire économiques, sociaux, culturels, et des droits individuels, autant civils que politiques. Les premiers permettant l'application des seconds. René Cassin dira d'ailleurs de cette déclaration qu'il s'agit du portique d'un temple. Son parvis, c'est le préambule que nous avons vu tout à l'heure, qui postule de s'élever de la reconnaissance de la dignité humaine jusqu'à une paix universelle. Ces fondations, ce sont les articles 1 et 2, les principes généraux de liberté, d'égalité, de non-discrimination. 4 colonnes soutiennent ce temple. La première représente les droits et les libertés d'ordre personnel. La deuxième, les droits de l'individu. La troisième, les facultés spirituelles, les libertés publiques, les droits politiques et fondamentaux. La quatrième, les droits économiques,